Il y a des choses aujourd'hui qu'on ne peut pas dire. C'est-à-dire il y a des règles. On ne doit pas dire certaines choses des hommes, on ne doit pas dire certaines choses des femmes. Et tout ça est tabou. On ne doit pas. Il y a des relations, une vérité des relations entre hommes et femmes qui est complètement niée aujourd'hui. C'est ça que j'ai voulu dire. Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, par exemple? Bah, si vous voulez, si vous voulez, notre société veut imposer l'image d'hommes et de femmes absolument égaux, indifférenciés, interchangeables. C'est-à-dire que les hommes et les femmes, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Ils peuvent faire tout la même chose. Ils doivent faire la même chose. Il n'y a plus de différence. C'est ça que notre société essaye de vendre à toute force. Et si vous dites non, moi je continue à penser que ce n'est pas pareil. Non seulement je continue à penser que ce n'est pas pareil, mais en plus je veux que ça ne soit pas pareil parce que je pense que c'est le produit de la civilisation et je tiens à cette civilisation-là. Vous passez pour un odieux macho, fasciste, etc. Les mots ont un sens. Macho a été, moi je compare, vous savez, dans les années 30, le Comintern, l'association des communistes sous la direction de Staline, avait donné comme mot d'ordre de traiter tous les adversaires du communisme de fascistes, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, nous avons fait exactement pareil avec macho, c'est-à-dire que tout ce qui est masculin, viril, traditionnellement masculin et viril, je veux dire, est traité de macho. Et d'ailleurs, ça a des conséquences terribles, c'est-à-dire que les hommes sont complètement perdus, ils ne savent plus qui ils sont. Et du coup, les femmes, par réflexe, disent « Ah oui, moi, je ne veux pas d'un macho ». Mais en fait, elles ne savent même pas ce qu'est un macho, et elles ne savent même pas ce qu'elles veulent. Je pense qu'il y a cet étrange comportement vient, ça nous ramènerait à long, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une volonté des hommes, d'abord, de ne plus être des hommes selon les critères traditionnels. Alors bon, moi je reviens à la guerre 14 dans mon livre, je pense que là il y a le rapport à l'homme à la guerre, le rapport de l'homme à la guerre qui était le déterminant de son identité depuis des milliers d'années a changé. Il n'est plus un héros, il est dans la boue, dans les tranchées, il se met plus bactère pour éviter la mitrailleuse, etc. Hein, bon, le corps de l'homme change. D'autre part, le capitalisme change. Le capitalisme veut des consommateurs et non plus des producteurs. Hein, les producteurs, c'est bon pour la Chine et l'Inde. Hein, aujourd'hui, on veut des consommateurs et le meilleur consommateur, c'est la femme. Et donc, il faut transformer tout le monde en femme. Et troisièmement, je pense qu'il y a l'action de mouvements minoritaires, comme les féministes, les militants gays. Je dis bien gays et pas homosexuels, hein, on y reviendra si vous voulez, parce que moi, je fais une distinction. Qui ont intérêt, qui travaillent à cette indifférenciation, à ce désir du même. Nous sommes une société morbide. J'ai une sexologue qui est venue me voir à Toulouse et qui m'a dit vous avez tout à fait raison. Moi, ce que vous écrivez, je le vois dans mon cabinet de consultation. Et nous sommes dans une société morbide. Et donc, pour combattre cette morbidité, eh ben, on met des femmes nues partout. Parce que justement, mais je suis tout à fait d'accord. Mais parce que justement, on n'arrive plus à susciter le désir. Il faut bien réveiller ce désir masculin. C'est le vrai problème de la société. C'est réveiller le désir masculin. Vous savez, moi je pense que le féminisme, en fait, a eu un effet. C'est de permettre aux femmes de la grande bourgeoisie de voler aux vrais prolétaires leur statut de prolétaire. Parce que ces femmes de la grande bourgeoisie qui se prennent pour des femmes qui ont été martyrisées et tout, c'est faux. Les vrais prolétaires, c'est les hommes et les femmes du prolétariat, les ouvriers, les paysans. Et c'est pas Madame de Beauvoir et Madame Badinter. Hein, elles n'ont jamais souffert de la domination, jamais. Seulement, elles ont volé par un hold-up idéologique le statut de dominé aux vrais dominés. Alors, il faudrait savoir qu'est-ce que les aspirations réelles des femmes. Ça serait une bonne question. Vous savez, Freud disait déjà qu'est-ce qu'elles veulent. C'est une vieille histoire. Apprendre, travailler, être libre de s'épanouir et de développer leur cerveau. Alors, travailler, elles ont toujours travaillé. Dans l'histoire de l'humanité, elles ont toujours travaillé. Les femmes qui ne travaillent pas, c'est... Enfin, j'exclus le travail au champ. Et pourquoi vous excluez le travail au champ? Parce que je vous parle de développement intellectuel. Mais toute l'humanité travaille. Alors les hommes ne travaillaient pas alors avant. Ils étaient tous au champ. Non, mais je vous parle d'une certaine classe sociale qui détient entre guillemets l'intelligentsia, en fait. Voilà, c'est ça dont je vous parle.
Mais vous la croyez, littérature, les et vous sciences. croyez, et vous croyez que les femmes en étaient exclues? Mais je vais vous prêter des livres sur l'histoire du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Vous allez voir que les femmes n'en sont nullement exclues. Vous allez voir que Madame du Deffand correspond avec Voltaire d'égal à égal. Vous allez voir que Madame du Châtelet, pareil avec Voltaire, elle n'est pas du tout minorée. Vous allez voir que les femmes qui reçoivent Rousseau ne sont pas du tout ridiculisées. Mais c'est des femmes d'exception peut-être. Mais les hommes aussi étaient d'exception. C'est ça qui m'énerve à chaque fois dans ce type de discussion. C'est qu'on croit que d'un côté, il y a les hommes, et les hommes, ils lisaient tous des livres. Ah ouais, le paysan dans le Quercy, c'est sûr qu'il avait une bibliothèque extraordinaire au XVIIe siècle. Mais il bouffait même pas des patates, il crevait de faim, il travaillait comme un chien. Mais vous croyez qu'il avait la belle vie, lui? Il faut arrêter avec ça. Les femmes ne sont pas plus, comment dire, elles n'ont pas plus souffert que les hommes. Au contraire, il faut arrêter avec ce lieu commun. Mais je ne vous parle pas de ça. Si vous me parlez de ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, vous n'allez pas me dire qu'il y a beaucoup de livres écrits par des femmes. Mais c'est un vrai problème pour les femmes. Parce que les femmes créent moins et transgressent moins que les hommes. Parce que les femmes ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes. Je suis désolé de le dire. Et que les grands génies sont hommes. Je sais que ça ne se dit pas, ça aussi, c'est pas féminin correct, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que ceux qui osent transgresser sont des hommes. C'est pas des femmes, c'est comme ça. À part de rarissimes exceptions qui existent évidemment. Mais c'est comme ça. Mais c'est aux femmes de se poser la question. Elles n'ont pas la même forme d'intelligence que les hommes. Elles n'ont pas la même forme d'approche des choses que les hommes. Oui, il y a une vraie question. Mais pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Il faut demander au bon Dieu. Ah oui. Peut-être qu'il a une réponse, lui, on ne sait jamais. On lui demande jamais rien. Voilà, c'est exactement la réponse à votre première question. Vous voyez, le fémininement correct, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de différence entre les hommes et les femmes. Il doit y avoir autant de génie chez les hommes que chez les femmes. Et le génie des femmes doit être le même que celui des hommes. Il doit y avoir des Pascal femmes, des Montaigne femmes, des Christophe Colomb femmes. Et voilà, et on les recherche depuis 30 ans, on fait que ça. Les études du genre, là, tout ça aux États-Unis, on va chercher la femme qui a été étouffée et on a oublié son rôle, et c'est tout ça, c'est scandaleux. Voilà. C'est ça le féminisme correct, c'est exactement ça. C'est quoi le génie des femmes alors aujourd'hui? Moi j'ai le sentiment... C'est l'amour? Comment? C'est l'amour? C'est l'amour, c'est pas seulement... Non, moi je crois, vous savez, je reprends la phrase de Rousseau, vous savez, l'amour a été inventé par les femmes pour que ce sexe qui devait obéir domine. Je crois que l'origine de tout ça, c'est que les hommes chassent et que les femmes ne chassaient pas. Vous allez me dire, c'est scandaleux, la femme aurait dû chasser. Et c'est comme ça. Non, tant mieux. Alors, vous voyez, oui, mais donc, je ne vous le fais pas dire. Mais du coup, ça a des conséquences. Les hommes se vengent. Non, ils se vengent pas. Ils se vengent pas. Ils ont des rôles différents. Ils ont des rôles différents, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire qu'ils ont des rôles différents. C'est interdit. Et on doit dire qu'ils ont des rôles interchangeables. Et ben moi, je ne suis pas d'accord. Et je pense que l'interchangeabilité est en train de détruire notre société. C'est tout. Je pense que cette féminisation des hommes provoque, et non pas... Je crois que c'est la féminisation des hommes qui est la cause du divorce de masse. Je ne crois pas que ça soit l'inverse, premièrement. Je pense que le caractère indifférencié et interchangeable des deux personnes dans le couple est en train de tuer le couple. Et paradoxalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans une société traditionnellement dominée par les hommes et par l'imagerie, la psyché masculine, le couple est quelque chose d'assez accessoire. Il y a l'individu et il y a la famille. Ça dans la société traditionnelle. Et le couple n'est qu'un passage, un moment de passage. Et aujourd'hui, ce qui est une des preuves d'ailleurs selon moi que nous sommes dans une société complètement féminisée, c'est le couple qui est le roi de l'époque. C'est le couple qui est déifié. C'est le couple qui est sanctifié. On veut se mettre en couple. Aujourd'hui, à 18 ans, ils sont en petit couple, je les vois dans la rue, mais moi je n'ai pas l'impression d'avoir connu Louis XIV et j'ai jamais vécu comme ça. C'est un mode de vie qui est radicalement différent du nôtre. Donc oui, il y a une différence incroyable en 20 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus des individus autonomes, ils sont des couples. Ils sont couplisés. Et c'est pour ça, d'après moi, qu'il y a autant de séparation. Parce que comme le couple est sacralisé, comme il est mythifié, évidemment, dans la réalité de tous les jours, on est forcément déçu par ce mythe. Et donc on divorce. Et comme ce n'est plus la famille qui, vous savez, avant, nos parents disaient on ne divorce pas pour les enfants. On s'est beaucoup moqué d'eux. Mais moi, avec le recul, je me moque moins d'eux. Je trouvais ça assez noble, en fait. Pascal Quignard explique brillamment, dans son livre « Le sexe et l'effroi », comment le christianisme
tranche avec